Il y a bien une vidéo où on voit un général français qui dit que on sera obligé de revenir dans 10 ans pour faire ceci, pour faire cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'attends que quelqu'un au moins me conforte dans ma position, puis on va continuer tranquillement, doucement, gentiment. Quelqu'un se souvient de ça? Ready to upgrade your music? Spotify Premium lets you listen to your favorite songs, albums. Oui, Maréchal Sorgues, c'est une guerre de trop. C'est la dernière guerre. C'est la dernière. Parce qu'on ne va pas se laisser faire. On ne va plus se laisser faire. C'est la dernière. Maintenant, je voulais savoir si certains se souviennent de la vidéo de ce Lacastre, ou bien le Castre, mais je sais pas quoi, là, comment il s'appelle, parce qu'il m'intéresse pas. Mais qu'il a dit que dans 10 ans, ils allaient venir nous recoloniser. Maréchal Sorgues dit oui. Lui, il s'en souvient. Est-ce qu'il y a une autre personne qui s'en souvient, s'il vous plaît? Ou bien qui a vu la vidéo? C'est important hein, que vous puissiez répondre pour qu'on puisse avancer tranquillement, pas à pas. Aujourd'hui, on va décortiquer ce titre-là. On va vous montrer exactement ce qui est en train de se passer et qui explique cette guerre de recolonisation que la majorité des Africains ne sentent pas, ne voient pas. Ok, merci Sandrine Laurie. Alors, en fait, il a dit dans 10 ans, mais en réalité, ils ont commencé ça actuellement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça réussisse de leur côté, hein, pour qu'ils réussissent à nous recoloniser? C'est-à-dire, il faut endormir les populations au maximum. Il faut que le jeune qui nous regarde, qui a 18 ans, 20 ans, qui a 15 ans, 16 ans, 17 ans, se fiche, mais éperdument, de sa condition. Il ne faut même pas qu'il pense aux problèmes dans lesquels il vit, là. Lui, dans sa tête, il faut que ce jeune-là, il puisse avoir un visa pour voyager, pour aller dans un autre pays, pour aller se chercher ailleurs, alors que le paradis, c'est chez lui. Ça, là, c'est primordial pour eux de faire croire ça à la masse, à tous les jeunes. Parce que la vraie force, ce sont les jeunes. Et si les jeunes sont embrouillés par des idées de voyager, des idées d'aller se chercher ailleurs alors que c'est chez eux-mêmes que tout se passe, bravo. Les gars ont réussi. Parce que tout ce qu'ils vont faire, c'est juste déposer des chefs d'État, déposer des dirigeants à leur solde, et puis le travail est fait. Parce que tout ce qui les intéresse, ce sont nos matières premières pour leur industrie. Et surtout, les réserves de nos matières premières qu'ils prennent comme leurs réserves pour pouvoir les utiliser longtemps, sur de longues générations, sur du temps et du temps et du temps. Voilà pourquoi ils ont commencé cette guerre de recolonisation. Et ça n'a pas commencé maintenant, hein. Ça a commencé depuis les années 70 au Mali, avec ces histoires de Touareg, pour ceux qui connaissent l'histoire. Depuis les années 70, les gens parlaient de oui, il faut que les Touaregs aient leur partie du territoire au Mali, il faut diviser le Mali pour que ce soit le pays des Touaregs qui est collé à l'Algérie, comme ils se ressemblent un peu pour les métis et tout ça là. Donc les gars, ils avaient commencé ça il y a longtemps, mais ça ne prenait pas en fait. Et au fur et à mesure, ils ont essayé, mais ça n'a pas pris au Mali, parce que le Mali est un peuple, les Maliens sont des gens qui sont très réfractaires à la domination et tout ça. Donc, ça n'a pas réussi. Mais les gars, jusqu'à présent, maintenant, ils utilisent ce qu'on appelle Azawad et tous ces trucs-là pour pouvoir arriver à cette fin-là. Mais malheureusement pour eux, ça ne fonctionne pas. Heureusement pour nous, Africains, ça ne fonctionne pas pour eux. Voilà. Donc les gars, ils ont commencé sur ce plan-là. Déjà, pour les matières premières, c'est important de le préciser. Et ça, beaucoup le savent parce que vous suivez souvent nos vidéos. Vous savez que, ouais, matières premières, c'est de ça on parle pour pouvoir faire tourner les entreprises et tout ça, pour pouvoir faire les téléphones, les ordinateurs, toutes ces choses, la technologie d'aujourd'hui. Vous le savez. Maintenant, il y a une autre raison. La guerre de recolonisation aussi est utilisée pour avoir de l'influence, pour augmenter son influence sur une zone. La zone africaine, sur les populations africaines, sur toutes les zones, parce que quand tu as de l'influence, automatiquement, ce que tu dis, c'est ça qu'on prend pour parole d'évangile. Vous voyez, non? Et surtout, pour avoir le soutien populaire des gens. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je suis américain et que je viens et puis on vous fournit des films d'Hollywood, on vous donne des choses, vous êtes content, Beyoncé vient chanter, vous êtes content. Donc vous nous voyez Américains comme des bonnes personnes, comme des gens avec qui il faut discuter. On vous donne quelques visas pour aller étudier. On fait le soft power pour que vous puissiez être content de différents. Donc, après avoir expliqué cela,
Vous savez, le colon qui veut recoloniser, mais de façon plus vicieuse, ses anciennes colonies, il a plusieurs options. Et je pense qu'il en a deux. La première option, c'est l'option politique. L'option politique, pourquoi l'option politique? L'option politique parce que il faut inonder les populations d'informations, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, qu'elles soient vraies ou fausses. Hein. L'important, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait un béret qui vient ajouter un autre béret et un autre béret. Et puis maintenant, dans tous ces bérets qui sont là, toutes les familles se divisent. Moi, je suis EDR, non, moi, je suis PDCI, moi, je suis PPACI, moi, je suis COGEP, moi, je suis MGC, moi, je suis Soroïste, moi, je suis ceci, cela. Quand il y a des informations qui viennent beaucoup là, on ne sait plus, et puis on se divise même dans les familles. On se divise dans les quartiers. Les maisons, ah, eux là-bas, c'est les Djoula, eux là-bas, c'est les BT, eux là-bas, c'est les ceci, eux là-bas, c'est les cela. Vous voyez, non? Eux là-bas, c'est les doubles nationalités. Eux là-bas, c'est les ceci, c'est les cela. Ce sont des informations qui rentrent dans la tête des gens, et qui fractionnent nos populations. Qui les fractionnent. Aujourd'hui, là, quand vous regardez, par exemple, Facebook, ou bien vous regardez les panels, vous écoutez les panels sur TikTok, vous allez voir que c'est que des divisions. Des gens qui font palabre. Des gens qui font palabre sur, moi, je suis soroïste. Non, moi, je suis baboïste. Pourquoi Babo et Soro se mettent ensemble alors qu'avant, ils étaient en palabre? Ou bien, non, moi, je suis Nadi Bamba. Moi, je suis, non, Simon Babo. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Et finalement, les gens sont en train de se bamourer dans des histoires qui n'en valent pas la peine. Pendant ce temps, nos richesses, pendant ce temps, nos intérêts à nous, sur la terre de nos ancêtres, sont en train d'être accaparés par des gens qui viennent d'ailleurs. Et après, maintenant, surtout, nous tous dehors à pleurer parce qu'on n'a pas à manger. La vie est chère, tout est compliqué, c'est difficile. Et ce qui se passe là, dans les familles, dans les quartiers, ça se va même dans les régions du pays. Oh, le nord, là-bas, là, c'est les nordistes. Ah, les sudistes, là, c'est les sudistes. Ah, les gars, à l'ouest, là, c'est les gars de Man, là, les Wobel, les Guérés, là. Ah, l'autre, là-bas, c'est les Agnifiés, machin, truc. Les gars, c'est méticuleux. Après, maintenant, c'est entre les pays. Ah, les pays de l'AES. Ah non, nous, nos pays, on fait pas coup d'État, hein. On fait pas ça. Et puis, finalement, c'est dans tout le continent que les gens sont en train de se chamailler, se disputer. Pendant ce temps, les gars sont en train de positionner leur armée pour un jour se lever et puis verrouiller tout le monde. Parce que quand tu es verrouillé et que les armes se t'attendent, tu ne peux plus parler, tu ne peux plus rien faire, tu deviens un esclave. Voilà ce que les gars sont en train de préparer. Les Américains ne viennent pas dire oui, on a une nouvelle entreprise qu'on veut installer, on veut mettre des usines, on veut faire ça pour donner du travail aux gens. Non, les gars, avant-hier on a vu, les gars sont venus avec des habits de militaires pour dire qu'eux ils veulent mettre des bases militaires. Les Français font pareil. Les gars ils font là. C'est-à-dire que c'est le même cheminement, les mêmes techniques. Et un matin, tu vas avoir des bases étrangères partout dans l'Afrique. Et puis nous tous, on est... C'est fini. Vous comprenez? Voilà la première option. Quand ils vont sur le plan politique, les gars font tout pour que, sur le plan politique, ils mettent à la tête des pays des marionnettes, comme je l'ai dit, des oiseaux qui leur expliquent, qui leur obéissent, qui sont tous les jours à Paris, comme Alassane Draman Ouattara, qui se lève tous les 15 jours, il s'en va à Paris faire, j'ai l'honneur. Voilà ce que les gars font, en fait, sur le plan politique. Et le résultat de tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un désordre, ça paralyse la prise de conscience, et ça envoie dans l'inaction. C'est pour ça qu'on dit en Côte d'Ivoire, mais le peuple ivoirien là même, ils sont bizarres, hein. Toutes les souffrances qu'ils ont là. Et puis ils parlent pas. Ils sont là. Ils sont comment ça, annihilés au niveau de l'action. Les gars sont... Parce que toutes ces informations psychologiquement, tout ça, ça paralyse. Ça paralyse. Je ne vais même pas rentrer même dans les histoires de spiritualité, avec les sacrifices de moutons, de poulets, de bœufs, de chevaux albinos et de chameaux. Ah oui, oui, parce que ça aussi là, mais c'est un autre paramètre, on en parlera une autre fois, de toutes ces choses sur le plan mystique, pour pouvoir maîtriser aussi une population. Parce que croyez-moi, un animal ou bien un être vivant qui est sacrifié, le dernier souffle qui pousse là, quand on l'a égorgé ou bien quand on lui a fait des trucs comme ça là,
c'est une force qui sort. Maintenant, la personne qui fait le sacrifice, là, les paroles qu'il dit sur ce sacrifice-là, quand la force-là s'en va dans l'air, partout, et bien cette force-là agit. Mais je ne vais pas rentrer dans la spiritualité aujourd'hui. On va parler techniquement, tranquillement, sur le plan de la politique d'abord que je viens de vous expliquer, et puis on va rentrer maintenant sur l'option militaire. Sur le plan militaire, les gars, à votre avis, viennent placer des bases, pourquoi? Les gars viennent, premièrement, placer des bases pour la surveillance des richesses. Ce que je dis là, il y a des gens qui écoutent, hein, ils regardent quand ils entendent, et puis après, oh, ils sont bons. Mais ça sera les premiers, demain, quand ça va péter là, c'est eux qui vont commencer à pleurer, qui seront dépassés, étonnés. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Parce qu'ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas compris. Ça ne leur dit rien. Je vous ai dit que quand ça rentre dans la psychologie, là, il y a beaucoup de gens qui deviennent très bêtes. Mais, vous savez, c'est à quel moment on dit que tu es bête? On dit que tu es bête quand tu as des informations, quand tu reçois les informations, et puis tu ne réfléchis pas pour voir si l'information que tu as reçue là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment ça agit? Est-ce que ma condition est meilleure que ce qu'on me dit? Tu vois, non? Et puis maintenant, tu entends, et puis tu vis toujours dans ton cycle au bois, alors que tu es diplômé, tu vis toujours dans la souffrance, alors que tu as les moyens de pouvoir bien travailler, mais il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien du tout. Et puis tu souffres. Et puis tu entends les informations, hein. Tu n'agis pas, tu ne fais rien. Et puis maintenant, tous les matins, tu te réveilles, oh Seigneur Jésus, oh Allah Akbar, oh, faut changer ma situation, faut m'aider, j'ai fait ça, oh, aidez-moi, aidez-moi. C'est là on dit tu es bête. Sinon, quand tu es intelligent, quand tu as pris l'information là, ou bien quand tu ne connais pas, tu t'assois, tu écoutes, tu analyses. Et après maintenant, quand tu comprends, tu agis. Je le dis aujourd'hui parce que, de toutes les façons, le travail, il est déjà fait. Le travail, il est déjà fait. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont compris. Et le peu qui sont éveillés là, croyez-moi, dans ces temps qui courent là, ils vont agir et tout va changer. Mais je ne fais que le dire encore une fois, expliquer encore une fois, pour que ceux qui n'ont pas encore compris là, ne soient pas surpris quand ça va arriver. Vous voyez, non? C'est pour ça que ce travail pédagogique là, on le fait aussi, parce qu'il est important de toujours parler, de toujours prévenir. Voilà. Donc, je disais que sur le plan militaire, l'option militaire que le colon a, c'est quoi? C'est de déposer des bases armées pour pouvoir surveiller d'abord ce qu'eux ils appellent leurs intérêts, les matières premières du pays. Et surveiller aussi les individus qu'ils ont mis à la tête de ces pays-là pour qu'ils fassent exactement au doigt et à l'œil ce qu'on leur dit de faire. Vous comprenez? Et le jour où les gars ne font pas ce qu'on leur dit de faire, il arrive ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire en 2010-2011, ou bien même depuis 2002, ou bien même depuis 1999. Vous comprenez? C'est bien ficelé, bien huilé. Hein? Donc le plan militaire, c'est ça. Maintenant, la présence de ces forces militaires sur le territoire africain, c'est pour agir rapidement en fait, et efficacement selon le besoin. Les gars, ils ont des bases ici, ils ont une base qu'ils ont mis à Boaké, une base que les Américains ont mis ici à Jacquesville, machin, tout. C'est pour agir rapidement si la situation commence à changer et que les gars, ça ne les arrange pas. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent des bases militaires. Ils disent que ils forment nos armées. Mais regardez l'armement qu'ils donnent à nos militaires depuis leur fameuse coopération, bien leurs accords militaires à la con. Là. Ils ne donnent qu'à nos armées des trucs banals, des trucs, des armes vraiment... C'est de la rigolade, quoi. Par rapport à la guerre d'aujourd'hui, leurs armes, là, c'est de la plaisanterie. Kalash 12-7, lance-roquettes, obus... C'est des petits trucs aujourd'hui, c'est rien du tout par rapport aux nouvelles technologies. Déjà, par rapport à toi, ton armée dans ton pays. Il y a quelqu'un qui est là avec son armée et puis lui, il maîtrise mieux ce que toi, tu as que lui. Et puis, il est plus armé que toi. Et puis, les armes qu'il a là, c'est plus efficace que toi, les tiennes. Si jamais il veut t'avoir là, il suffit qu'il prenne ses avions, ses hélicoptères, et puis toi, c'est fini. Et puis, ses drones, et puis toi, c'est fini, tu es mort. Parce que tu n'as pas cette même capacité. Pourquoi dans les accords militaires, les gars ne transfèrent pas toute cette technologie-là aux Africains? Pourquoi? À votre avis? C'est simple.
C'est au cas où il n'y a pas là, Joe, nous on a toujours l'avantage sur toi. Et ça là, c'est simple à comprendre. Donc les gars, dans l'option militaire, ils ont toutes ces options-là devant eux, qu'ils mettent même devant nous, et puis nous on comprend, on est là, on regarde, on rigole. Le gars encore, un autre général français dit que oui, eux, ils vont faire semblant de partir, mais ils seront toujours là. Et puis ils seront prêts à agir, mais ils seront plus habillés avec les treillis français, avec les trucs, mais ils vont se fondre dans la masse. Et les gens entendent ça. Les gens voient ça. Géorgs, qui sont au port, là, qui maîtrisent tout l'argent de la Côte d'Ivoire, qui rentre et qui sort. Là. Mais les Ivoiriens sont là, les gens sont là. C'est comme si... Bon, ça dit rien, on s'en fout. Vous voyez, non? Merci Maréchal Sorgès. Les gars formaient les Maliens depuis. Mais les fameux théories... On va en parler du Mali. Et je vais vous parler tout à l'heure d'Assimi Goïta et de l'AES. Parce que c'est important que on explique pourquoi l'AES agit comme ça aujourd'hui et ne veut plus entendre parler de la France sur le plan militaire. On va vous expliquer vraiment dans le fond des choses. On va aller en profondeur, comme Johnny Pacheco aime le dire. Et puis on va vous expliquer ça simplement hein, sur le témoignage de Assimi Goïta, du président Assimi Goïta. Et vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, les gars, leur option militaire, je vous expliquais déjà ce qu'ils ont commencé à faire. Après maintenant, encore une fois, le général français, là, il a dit que on va se faire demander. Vous vous souvenez de ça, non? Il a dit dans son narratif, là, nous allons nous faire demander et maintenant, on va venir et on va agir. Nous faire demander, vous savez ce que ça veut dire? Nous faire demander, ça veut dire créer des situations où les gars vont dire allez, au secours, c'est chaud, les terreaux nous attaquent, ou on ne sait pas ça dépend de la France, pardon, venez au secours. C'est ce qui s'est passé au Mali. Quand les terreaux étaient en train de descendre sur Bamako, les gars ont appelé François Hollande, et puis il a envoyé son armée. C'est là que ça a commencé maintenant l'invasion du Mali. Et même les Maliens dans les rues, ils étaient contents avec les drapeaux français, en train de dire que oui, ah, merci la France, merci la France. Mais en fait, ils se sont fait demander, en déposant des terreaux là-bas, pour créer la zizanie, afin que maintenant ils viennent avec leur armée pour pouvoir se placer sur les points les plus riches du pays, dans le nord du Mali là-bas, et puis notamment maintenant prendre les réserves pour partir. Voilà ce que les gars étaient en train de faire, jusqu'à ce que Assimi Goïta leur demande de dégager tranquillement avec leurs armées. Et c'est pour ça que ça leur fait mal jusqu'à aujourd'hui, et ils font tout pour faire tomber ces gens-là dans le pays. Vous comprenez? Même à Abidjan, durant la crise, les Américains étaient là avec les soldats français quand ils ont pris Adjamé. Enfin, ça, je n'ai pas vu, je n'étais pas là-bas, mais je suis sûr, les gars travaillent en connivence pour pouvoir toujours dominer et avoir le dessus sur nous, sur nos terres ancestrales. Et c'est pas normal. Donc, à travers le fait qu'ils se fassent demander avec les terreaux, afin de positionner leur présence. Et après maintenant, tout ça c'est pour justifier en fait, en face des populations, la masse qui ne comprend rien, leur présence. On est là pour vous sauver. On est là pour vous protéger. On est là pour empêcher les terreaux de venir vous faire du mal. Donc nous on est là, vraiment c'est pour vous on est là. Donc doucement, blé, dormez tranquille, vivez tranquille, nous on est là, on gère. Mais ils ont fait ça au Mali. Combien de Maliens sont morts au combat? Combien de Maliens sont morts où ils étaient dans leur base et puis maintenant les terreaux les supprenaient à chaque fois pour les buter. Je vais vous parler de ça tout à l'heure avec le témoignage de M. Assimi Goïta. Vous voyez, non? Et les gars, en fait, dans leur façon de faire, c'est surtout être là, mais ne pas donner la formation adéquate aux militaires africains. Ne pas leur permettre d'aller ailleurs pour se former vraiment bien que eux-mêmes, et surtout ne pas leur donner les vraies armes pour pouvoir se défendre. Parce que le jour où on ne sera pas content, on aura un problème, là en face de nous, on aura des gens qui auront les mêmes armes que nous, et à armes égales, ah, ça va chauffer. Tellement ils sont lâches, en plus. Ils veulent faire par là-bas les gens, ils disent qu'ils dominent les gens, mais ils ne veulent pas que les autres aient les mêmes armes qu'eux. Ça, là, c'est de la lâcheté. Surtout quand on se dit partenaire, quand on se dit, on a des accords militaires, là. C'est lâche que d'agir comme ça. Mais c'est la spécialité de cette armée-là. Vous voyez, non? Ils sont là dans leur camp. 43e Bima, ils ont tout ce qu'il faut. Et puis les autres, maintenant, dans les Akoido et machin, là, on a juste le matériel banal. Et le matin, ils sont fâchés. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2011. En quelques minutes, ils ont plié l'affaire parce qu'ils avaient tout. Mais nous, de notre côté, on n'avait rien. Alors qu'on était supposé être
des partenaires. Vous voyez comment les gars fonctionnent. Donc sur le plan militaire, c'est tout ce qu'ils font. Et encore, à la fin, pour finir, pardon, c'est pour influencer les gens qui sont à la tête des États. Par exemple, le président de la République de Côte d'Ivoire. Quand je parle de président, je parle de Houphouët-Boigny, je parle de Henri Konan Bédié, je parle du général Guéhi, je parle de Babo Laurent. C'est tout. Je ne parle pas d'autre chose. Ouais, non. Donc quand les gars sont là avec leur armée, c'est pour influencer ces gars-là. Au cas où ils veulent aller un peu, ouais, non, ils veulent faire autre chose que ce qu'on leur dit là. L'armée est là pour leur dire, hey, attention, ne faites pas ça. Mais comme maintenant, à travers les réseaux sociaux, à travers la période et l'ère des réseaux sociaux, du méta et de la communication qui va très vite aujourd'hui, où on peut s'asseoir nous, comme je le fais maintenant, et puis expliquer une situation et que beaucoup de personnes comprennent. Et ah oui, d'accord, analyse, et puis parlent à leurs enfants, parlent à leurs amis, parlent à leur famille, et tout ça, comme si vous regardiez un journal ou bien une émission à la télévision. Ben, beaucoup de gens commencent à prendre conscience en Afrique, et beaucoup de gens maintenant commencent à dire non, on n'en veut plus, c'est terminé, basta, terminé, maintenant on va se débrouiller nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est le 30 avril. Vous voyez à travers le monde les mouvements de masse qu'il y a pour supporter le capitaine Ibrahim Traoré par rapport à ce que le général américain Lacon l'a dit. Vous voyez comment les Noirs ont commencé à réagir partout. C'est une première mondiale. Ça ne s'est jamais fait. Grâce à quoi? Grâce aux réseaux sociaux où la communication, l'information circule à grande vitesse, où les gens sont au courant et partout dans le monde maintenant, ils commencent à avoir une prise de conscience et une réaction surtout. Et cette réaction-là, qui est mondiale, a commencé à inquiéter le colon. Le colon, maintenant, il commence à se gratter la tête. Comment on va faire? Puisque l'opinion publique a changé et que les gens, maintenant, commencent à trop s'occuper de nos affaires et tout ça là. Vraiment, donc on réfléchit. Et les gars, ils sont en train de réfléchir dans leur laboratoire. Mais nous, on ne va pas attendre qu'ils finissent de réfléchir. Nous aussi, on doit agir. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Et vous voyez sur toutes les pages, au Burkina, le monde qu'il y a dehors, au Mali, le monde, aux États-Unis, en Angleterre, je crois à Strasbourg aussi aujourd'hui, il y a les Africains qui sont sortis en pagaille et beaucoup de Noirs qui sont partout dans le monde, Jamaïcains, Haïtiens, Antillais, tous les Noirs des autres pays là partout commencent maintenant à ouvrir leurs yeux sur l'Afrique et commencent maintenant à réfléchir à un éventuel retour en Afrique dès que l'Afrique va commencer à s'en sortir, dès que l'Afrique va commencer à produire vraiment des richesses pour les Africains, puisqu'on n'est que 1 milliard et quelques, on n'est même pas 2 milliards, alors que l'Afrique peut contenir 10 milliards de personnes tranquillement. Donc, tous ces gens-là commencent maintenant à avoir une autre vision de l'Afrique. Et ça, le colon, l'impérialiste déteste, il n'aime pas, mais c'est trop tard. Parce que la graine est en train de pousser dans la tête des gens et on ne peut plus l'arrêter. C'est irréversible. Et c'est ce que Vladimir Poutine a compris. C'est ce que Vladimir Poutine a compris. Et il s'est mis du bon côté de l'histoire. Qu'est-ce qu'il dit à chaque fois? Il se met toujours du côté des populations. Quand les populations commencent à parler, commencent à se plaindre, commencent à ne pas être d'accord, lui, il propose toujours des services regardant la loi internationale qui pourra arranger le nombre, la population. Voilà pourquoi aujourd'hui Vladimir Poutine est l'un des personnages les plus populaires au monde. Monter, descendre. Quelqu'un peut me dire le contraire? Qui est plus populaire que Vladimir Poutine aujourd'hui? Qui est plus aimé que Vladimir Poutine aujourd'hui? Je parle de masse, hein. Je n'ai pas dit l'Occident, dans leur petit truc là, parce qu'ils sont pas là-bas avec l'Ukraine. Non, je parle de dans le monde, en Chine, où il y a le plus de monde, en Inde, où il y a le plus de monde, en Afrique, où il y a le plus de monde, en Amérique du Sud, où il y a le plus de monde. Pourquoi les BRICS se sont mis en place à votre avis? Ils s'en vont s'associer avec l'Inde, où ils sont près de 2 milliards, bien combien de milliards? La Chine, ils sont même sur milliards. L'Afrique avec l'Afrique du Sud. Et puis le Brésil, où les gens sont beaucoup. Et ils forment BRICS avec ça. Là. Parce que le gars, il a minds body, il a compris que le monde va changer. Et il a compris que ce qui fait la richesse, ça c'est l'homme. Donc le côté où il y a le plus d'hommes là, si vous les mettez dans les bonnes conditions, ils vont produire des richesses à n'en point finir. Voilà ce que Vladimir Poutine a compris. Or, le bloc occidental, le bloc des colons, le bloc des impérialistes, eux, dans leur tête, depuis l'esclavagisme,
Depuis ces périodes de colonisation et tout ça là, ils ont toujours été dans le mépris, ils ont toujours été dans le dédain, ils ont toujours été dans la domination, ils ont toujours été dans la suprématie, ils ont toujours été dans la foutaise, ils ont toujours été dans le manque de respect, ils ont toujours été dans le manque de considération, ils ont toujours été dans tout ce qui est. Quand tu es noir, mon ami, je dis pas eux tous, mais je parle des impérialistes. Vous comprenez? Les impérialistes là. Eux, c'est comme ça dans leur tête. Et ils se sont dit que l'Afrique, c'est leur réserve. Et jusqu'à 1000 ans, Las Caras, ils pourront faire ce qu'ils veulent parce que les Africains ne sont pas assez intelligents pour réfléchir. Pour eux, les Africains, là, ils ne sont pas assez intelligents pour réfléchir. J'ai oublié de vous dire, est-ce que quelqu'un peut enregistrer cette vidéo, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut enregistrer cette vidéo, s'il vous plaît? Enregistrez-la sur votre téléphone parce que j'en aurai besoin plus tard puisque Facebook maintenant efface nos vidéos. Est-ce que quelqu'un peut se proposer d'enregistrer cette vidéo pour ceux qui sont là actuellement, s'il vous plaît? Et puis je vais continuer. J'attends la réponse en commentaire. Hein. J'attends la réponse en commentaire. Quelqu'un peut enregistrer? Hein? Je vous parlais de Assimi Goïta. Ah, attendez, on peut commenter, mais je ne sais pas comment enregistrer. Ah, d'accord, ok. Ben, écoute, à la fin de la vidéo, il faudra l'enregistrer. Peut-être qu'en direct, tu ne peux pas l'enregistrer, mais à la fin de la vidéo, il faudra que tu l'enregistres pour la garder dans ton téléphone, mais quelque part dans un disque dur, quelque chose comme ça. Parce que c'est important qu'on garde cette vidéo-là. Donc, je vous parlais tout à l'heure de... Merci, hein, Maréchal. Du général Assimi Goïta. Vous savez, il y a des... En Côte d'Ivoire, on a des pseudo-intellectuels de pacotille qui nous disent à nous, vous là, vous supportez l'AES, pourquoi? Attendez à la fin de la vidéo. Comme ça, vous allez, par contre, vous allez cliquer dessus, on va dire enregistrer, vous allez cliquer sur enregistrer. Attendez la fin de la vidéo. Merci Sandrine. Donc, les pseudo-intellectuels, là, ils nous appellent des panafricains, des gens stupides, on ne réfléchit pas. Et que oui, qu'est-ce qu'on a contre la France? Qu'est-ce qu'on a contre eux? Pourtant, c'est eux qui nous ont tout donné, c'est eux qui ont tout fait, c'est eux qui ont construit, nous on ne sait rien faire. Donc, on a forcément besoin d'eux et tout ça. Il y a beaucoup de pseudo-intellectuels qui disent ça. Ouais, non? Oh, attendez. Excusez-moi. Donc, les gars, on les écoute, on les regarde, et puis on sourit doucement. Parce que leur message là, avant, ça prenait. Parce qu'on n'était pas en position de force. Et le processus de changement n'avait pas commencé. Donc, quand ils nous disaient ça, on ne pouvait rien faire. Mais aujourd'hui, on vous parle. Quand les gars disent ça, là, nous, ça nous fait rire. Nous, ça nous fait rire. Parce que le processus de changement est irréversible. Le processus de changement, là, il est irréversible. C'est impossible d'arrêter le changement en Afrique qui est en train d'arriver. C'est impossible. C'est impossible d'aller prendre l'AES et puis retourner à ce que c'était avant. C'est pas possible, c'est fini, c'est mort. Les gars ne peuvent plus faire ça. Donc, ces intellos qui racontent leur merde, leur misère, là, nous on les regarde et puis on sourit, parce que d'ici 2-3 ans maximum, ces mêmes intellos là, ils vont baisser la tête devant nous. Je vous le dis. Je vous le dis aujourd'hui. Ces intellos là, ils vont baisser la tête devant nous. Ils vont braser les murs. Ils ne vont pas dire un mot parce que ils seront dans la honte éternelle. Ouais, non, mais ça, c'est un petit détail. Je vais vous parler du général Assimi Goïta et pourquoi il a fait le coup d'État au Mali. Vous savez que, à l'époque, quand Assimi Goïta était un petit soldat, c'est eux qu'on envoyait au front, au nord, contre les gars de Azawad, le Njim, tous ces gars, ces terreaux là. En fait, ces mercenaires qu'on appelle terreaux, mais ce sont des mercenaires qui sont payés pour foutre le bordel.
les gars allaient. Et puis, Assimi Goïta a vécu. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est le témoignage de Assimi Goïta lui-même. Ce n'est pas mon invention. Je ne suis pas en train de raconter un truc que j'ai entendu comme... Non, c'est M. Assimi Goïta lui-même qui explique la situation. Ce qu'il a vécu et ce qui l'a poussé à faire ce coup d'État. Il faut bien écouter. Hein. Vous allez voir. Donc, Assimi Goïta qui est dans l'armée, il a vécu et écouté les messages que les soldats français dans le nord se passaient entre eux pendant qu'ils étaient en train d'occuper le nord du Mali avec leur Barkhane ou bien leur truc là. Assimi Goïta les regardait se comporter, il les écoutait parler. Et quand il parlait dans les radios, dans les trucs, tout ça, il entendait les messages et tout ça. Et je vous assure que le monsieur là, qui est un commando formé, dur, il a pleuré, mais comme un bébé, quand il voyait le comportement des soldats français dans le nord. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Assimi Goïta nous dit que ce qu'il a vu là, ce qu'il a entendu là, ce qu'il a subi là, si nous les civils là, on était à sa place, c'est ce qu'il dit, hein, si nous les civils là, on était à sa place, on allait prendre Kalash là pour tirer sur les soldats français. Je reprends. Assimi Goïta dit ce qu'il a vu avec Barkhane, avec ces gars, les soldats français qui étaient dans le nord du Mali, là, ce qu'il faisait là, aux soldats maliens, avec les terreaux mercenaires, là. Si nous les civils là, on était à la place des soldats maliens, on allait prendre nos calages pour tirer sur les soldats français. C'est Assimi Goïta qui dit ça, tellement ça fait mal. Tellement ça fait mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il dit, c'était tellement humiliant qu'il pleurait tous les jours. Il pleurait tous les soirs de subir ces humiliations-là. Sur le terrain, eux, soldats maliens, dans leur pays, sur la terre de leurs ancêtres, devant des groupuscules de terreaux mercenaires idiots, débiles, là. Eux qui étaient formés là, ils ne pouvaient rien faire. Parce que l'armée française était là. Assimi Goïta nous dit que les soldats maliens étaient mis devant pour aller au combat, au front. Ils étaient mis devant. Et quand ils avancent et puis il n'y a pas de danger, il n'y a rien du tout là. En éclaireur, quand ils sont en armée, on dit en éclaireur. Quand ils arrivent et puis ils n'ont pas été attaqués, il n'y a rien du tout. Maintenant, ils envoient radio aux soldats français qui sont derrière. Bon les gars, c'est propre, hein, vous pouvez venir maintenant, il n'y a pas de problème. Et puis les soldats français arrivent avec tout le matériel, tout le truc là, tranquillement au calme. Et eux, zéro perte, il n'y a rien du tout. Ça, Assimi Goïta dit que c'est pas on dit, on n'a pas raconté, il a vécu ça. Après maintenant, quand les gars en allant en éclaireur encore, ils étaient pris pour cible par les terreaux, les mercenaires, et qu'ils étaient allumés, eux les soldats maliens, qui mouraient par dizaines et centaines, et qui se plaignaient à l'armée française qui était derrière. Vous savez ce que les gars leur répondaient? Ben, écoutez, c'est la guerre, hein. Écoutez, c'est la guerre, c'est ça, c'est la guerre. C'est la guerre, on ne peut pas faire autrement, hein, c'est la guerre. Donc, lui, soldat malien, qui, dans son propre pays, qui voit ces choses-là, qui supporte ce genre de foutaise-là, il dit la rage qu'il avait dans son cœur, là, il gardait ça encore. Il se disait que peut-être que ça allait aller, ça allait changer, ça allait faire truc, mais il gardait toute cette rage-là dans son corps. Et les gars disaient ça avec le sourire. Hein. Écoutez, c'est la guerre, hein, c'est la guerre. Donc, il voit des soldats français. Quand il entend la télévision, oui, Barkhane combat les terroristes. Barkhane est là pour protéger les Maliens. S'il n'y avait pas Barkhane, le Mali était tombé, était fini. Et puis au fond, là-bas, c'est un autre langage. Les gars se foutent des soldats maliens. Il dit la rage de ça, là. Non, ils ne pouvaient pas tenir. Donc, ils ont commencé à se plaindre. Les gars commençaient à se plaindre. Et si on fait le ratio des morts au combat, sur 100 Maliens morts,
ça équivalait à un Français qui était peut-être blessé ou bien mort dans un accident, mais dans un truc, mais pas au combat. Le ratio des morts dans le combat avec les terreaux là. Le gars dit, c'est pas on dit, il voyait ça. Et il était quelqu'un d'important quand même dans l'armée Assimi à l'époque. Vous voyez comment ça peut faire mal? Donc, il raconte encore que, à un moment donné, l'armée malienne était sur le point de prendre la ville de Kidal. À un moment donné, l'armée malienne était sur le point de prendre la ville de Kidal. Parce que les farfelus qui sont en face là, ils ne sont pas aussi dangereux que ça. C'est parce que derrière eux, il y a des mains noires, des mains obscures qui les dirigent, qui leur donnent des positions, qui leur donnent des armes, qui les ravitaillent et tout ça, que ces gars-là, on a l'impression qu'ils sont forts, alors qu'ils ne valent rien. Donc l'armée malienne qui réussissait à les combattre quand même malgré toutes les difficultés, ils étaient à 2 doigts de prendre Kidal. Qu'est-ce qui s'est passé? Assimi nous dit que les officiers français leur ont dit interdit de rentrer dans Kidal. Interdiction formelle de rentrer dans Kidal. Les gars disent, mais on est là, on est en train de... Les gars sont en train de fuir, on veut rentrer. Les officiers français disent, vous ne rentrez pas dans Kidal. Et celui qui s'amuse à rentrer dans Kidal, c'est une balle dans la tête qu'il va recevoir. Parce que les Français étaient derrière. Vous voyez? Donc les gars, la rage au cœur. La rage au cœur. Ils regardent les terreaux, les gars en train de danser, s'amuser, rigoler, se moquer d'eux là-bas. Et puis ils sont assis là, puis ils disent, hey, moi, mon pays, voilà des gens qui sont là supposés faire le travail avec nous. C'est eux en fait qui sont contre nous. Ce que je vous explique là, c'est pourquoi ils ont chassé l'armée française du Mali. Hein. Que Macron ne dira jamais. Hein. Que les soldats français ne diront jamais. Mais c'est ce qui s'est passé. Et c'est Assimi qui raconte lui-même qui était au front. Vous comprenez? Ceux qui vont dire non, on était là, les gars sont ingrats, ils sont ceci, ils sont cela. Mais les gars, en fait, non, c'était de vrais salopards. Leur mission, c'était vraiment une mission de salopards. C'était pas une mission d'alliés, de personnes qui étaient comment ils disent ça là même, il y a un mot pour dire ça là. C'est pas des gars qui étaient supposés être des partenaires. Clem qu'on commence à voir la famille. Enregistrez cette vidéo là, c'est très important. Et ce que je dis là, c'est pas moi qui le dis, c'est Assimi Goïta qui raconte. Donc, la rage
Et Assimi a même fait la prison. C'est-à-dire que Assimi raconte que lui et ses petits gars là, sa troupe, son petit bataillon là, ils sont allés dans un coin, ils étaient là, en position. Et puis, tout d'un coup, ils sont encerclés par les gars de l'Azawad là. Les soldats français avaient donné les positions de ces gars-là. Donc, Assimi est devenu prisonnier de ces gars-là. Assimi a Nimi, hein, avec les rebelles là. Il est devenu prisonnier avec eux. Donc, quand il était dans leur camp, il voyait les soldats français venir. Il voyait les gars en train d'échanger, de discuter tranquillement au calme, comme si de rien n'était. Et il entendait tout ce que les gens se disaient là, par message radio et tout ça. Communication journalière au calme, tranquille. Il a vu tout ça jusqu'à ce qu'on le libère. Parce que les gars, par contre, les officiers, les gens qui sont valables là, ils espèrent toujours qu'ils vont réussir à leur tourner le cerveau pour qu'ils soient des gens valables pour pouvoir maîtriser demain pour eux. Ouais, non. Donc c'est pour ça que Assimi a eu la vie sauve. Parce qu'il était valable, il était vraiment paillant. Comme à Abidjan, là. Dobo Blé, tous ces gars-là, on ne les a pas assassinés parce que les gars pensent qu'avec le temps, ils vont leur retourner le cerveau et ça sera des gens valables pour pouvoir travailler avec eux. Donc c'est comme ça qu'Assimi part et il revient sur Bamako. Et avec ces gars avec qui il était au front, là, quand ils ont vu tout ça, ils ont compris. Là, ils ont dit, hey, les gars, on ne meurt qu'une fois. Soit on prend le pouvoir et puis on change tout, soit on reste des esclaves éternels et puis on avale toujours ce genre de foutaise de la part de ces gens-là. L'histoire, la suite, vous la connaissez. Ils ont pris le pouvoir et aujourd'hui, maintenant, voilà l'AES. C'est le même système au Burkina Faso, c'est la même chose au Niger. Ce sont des soldats, des êtres humains, d'abord avant d'être des soldats. Ce sont des citoyens avant d'être des soldats qui ont constaté une situation, qui ont réfléchi, qui ont analysé et qui ont pris une décision pour ne plus jamais que ce genre de foutaise se reproduise. Donc, les pseudo-intellectuels france-africains de merde là, qui viennent nous dire que nous, on n'est pas sahéliens, hein. Nous, on n'a pas de problème, on ne veut pas nous mélanger aux gars d'Israël, on n'a pas les mêmes problèmes qu'eux, on n'est pas ceci, on n'est pas cela là. Les gars, vous maudits. Et croyez-moi, vos élucubrations, vos gesticulations, tout ce que vous faites là, ça ne changera pas la donne, c'est fini, c'est terminé. Le processus, il est irréversible. Dans tous les pays qui restent là, ça va se faire. Il y aura des dirigeants dignes qui vont refuser ce genre de foutaise là que les gars font sur nous. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas de problème hein, avec la France, avec tous ces gens là, on n'a pas de problème avec eux. C'est eux qui ont un problème avec nous. C'est eux qui ont un problème avec nous. Nous, on n'a pas de problème avec eux. Parce que s'ils se comportent correctement, s'ils sont respectueux de nos règles et de nos lois, s'ils sont respectueux de nos libertés sur nos territoires, on n'a aucun problème. Mais ils auront un problème avec nous si nous, on ne se laisse pas faire. Et on ne se laissera plus faire, c'est terminé. Donc c'est à eux de revoir leur truc. Parce qu'ils n'ont pas raison. Ce qui est en Afrique, ce qui est dans nos sous-sols, ce qui est comme richesse chez nous là, c'est pour nous. C'est Dieu qui nous a donné. C'est à nous, ça nous appartient d'abord. Ce sont nos intérêts. Ce n'est pas l'intérêt de quelqu'un d'autre que ceux qui vivent sur le sol où ils sont là. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que les gars dans leur narratif, ils vous font comprendre, ouais, nos intérêts en Afrique, nos intérêts, ils n'ont rien comme intérêt en Afrique. Rien ne leur appartient. Tout ce qui est en Afrique appartient aux Africains d'abord. Depuis quand les Africains disent que ce qui est en France appartient aux Africains? Pourquoi? Ou bien ce qui est aux États-Unis appartient aux Africains? Où on a entendu ça? Mais c'est toujours eux qui disent que ce qui est en Afrique, ça leur appartient. Pourquoi? Pourquoi? Par rapport à quoi? Depuis la conférence de Berlin, ils se sont partagés le monde comme l'autre là, chante là. Quand ils ont vu que les jeunes ont commencé maintenant à Mainz-Bory, à faire d'autres trucs là, ils ont commencé leur guerre de recolonisation parce qu'on ne les a pas bien attachés. Donc, attends, on va bien faire comme ça. On va tellement les verrouiller qu'ils ne pourront plus rien faire. Avec nos armées partout là, ils seront bloqués. C'est ça qu'ils essaient de faire maintenant. Et puis vous voyez tout le désordre, tout le machin. Et c'est ça maintenant que les gens utilisent à travers les partis politiques pour embrouiller l'esprit de la population. Parce que la seule chose qui fait peur à ce groupement-là,
La seule chose qui leur fait peur et qui va les faire pendre, c'est le soulèvement populaire. Je reprends. La seule chose qui fait peur à ces colonialistes et ces néocolonialistes et ces suprémacistes et ces impérialistes là, la seule chose qui leur fait peur, en plus de leur support et qui travaille pour eux là, c'est le soulèvement du peuple. Pour dire, il y en a marre, trop, c'est trop. Dégagez. Voilà la seule chose qui les effraie. Mais la nuit, ils font des cauchemars, ils se réveillent, ils ont la diarrhée. Parce que tous les matins, ils se réveillent pour dire, les gars ne sont pas réveillés. Les gars ne sont pas sortis. Les gars ne sont pas sortis. Ouf, on a encore un peu de temps. Ils ne sont pas encore sortis. Ouf, on a encore un peu de temps. Parce que le jour où le peuple va se lever pour chasser tous ces voleurs, ces fiefés menteurs, pour chasser tous ces maudiats qui vivent comme des vampires sous les souffrances des populations, là, pour eux, ça sera terminé. Voilà la seule chose qui leur fait peur. Donc, pour éviter le soulèvement populaire, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Il faut diviser le peuple. Il faut diviser. C'est simple. Il faut les diviser. Il ne faut pas que le PPACI s'entende avec le PDCI. Il ne faut pas que les partis politiques, en tout cas, s'entendent et puis fricotent ensemble. Il ne faut pas que les populations se mélangent ensemble. Il ne faut pas que les ethnies, là, se comprennent, s'entendent. Il ne faut pas que les peuples entre eux-mêmes, les Burkinabés, les Ivoiriens s'entendent. Il ne faut pas que... Les gars, c'est ça leur hantise, c'est ça leur peur. Parce que le jour où ça va se faire, où nous, Africains, on va prendre conscience que tout ce qui est en Afrique, c'est à nous et qu'on doit le défendre. On doit vraiment nous prendre en charge nous-mêmes, réfléchir par nous-mêmes, pour nous-mêmes et agir comme nous, on le veut là. C'est fini pour eux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout faire pour nous garder divisés. Donc, vous allez voir. Non, lui là, il travaille pour la France. Oh, lui là, il travaille pour tant. Tout ça là, c'est de l'enfumage. Actuellement, ils sont dans une guerre de recolonisation et ils vont utiliser tout ce qu'ils peuvent et qui ils peuvent manipuler pour pouvoir parvenir à leur fin. Donc, quand vous voyez les politiciens qui se mettent devant vous, ils vont parler de tout, sauf de la monnaie, du CFA, qui doit dégager. Quand ils vont parler de tout, sauf de la présence militaire effective. J'ai pas dit la plaisanterie de Ouattara qui l'a dit là. Hein. On a décidé que les candidats 40 ans... Non, pas les plaisantins comme ça. Je parle des vrais... C'est-à-dire que des vrais gars qui vont dire armée française, américaine ou quoi, dégagez de chez nous. On n'a pas besoin d'armée, on a besoin d'usines. On a besoin de techniciens, d'ingénieurs pour pouvoir travailler, pour développer le pays. Là, vous allez voir que c'est des vrais gars. Quand vous allez voir quelqu'un qui va venir vous raconter que oui, non, je sais pas moi, il faut bêtement suivre la politique. Bon, écoutez, la monnaie, l'économie, le chômage, c'est normal en Afrique. Le chômage, c'est normal parce que on doit prendre des crédits, on doit faire ceci, tout ça là. Faut chasser tous ces gens-là. On a suffisamment de moyens pour ne pas prendre de crédits. Même. Beaucoup de gens ont dit, mais là, il est fou, bien dit quoi. Mais je vous jure que c'est la vérité. Cette histoire de crédit là, ce n'est pas écrit dans un livre saint, comme une loi comme ça, qui vient de Dieu, qui dit que forcément, il faut prendre crédit pour pouvoir vivre. C'est un système que les gens ont mis en place. Et pour l'imposer, pour s'enrichir eux. FMI, Banque mondiale, toutes ces conneries là, ce sont des institutions après la Deuxième Guerre mondiale qu'ils ont mis en place pour dominer les gens sur le plan de l'argent, c'est tout. Et là, on est arrivé à la croisée des chemins où tout ça là, c'est en branle, c'est en train de s'écrouler et les gars ont peur, ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que si les Africains comprennent que leurs matières premières, leurs richesses, ça peuvent être des sources de garantie pour pouvoir développer un pays et développer l'économie pour fabriquer des richesses avec la jeunesse au travail, mais eux, ils sont foutus, ils ne servent à rien. Donc voilà ce qu'ils essaient d'empêcher, en fait, dans l'Afrique qui est en train de se réveiller aujourd'hui là. Mais c'est irréversible. Ils se fatiguent pour rien. Et la meilleure des choses, c'est de... Ils n'ont qu'à revoir leur logiciel. Ils n'ont qu'à vraiment revoir leur logiciel. Et puis, revoir leurs ambitions à la baisse. Et puis, essayer de venir maintenant, s'ils ont besoin hein, de nos matières premières, venir nous demander, s'il vous plaît, est-ce que... Et puis maintenant, on s'entend sur un prix, parce que c'est nous-mêmes qui allons décider. Et si on veut, on leur donne. Si on ne veut pas, on ne leur donne pas. C'est tout. Et puis, chacun reste chez lui. Parce que les gens, ils pensent que oui, ouais, vous allez voir, l'immigration. Non, on ne veut même plus d'immigration. On ne veut plus que les jeunes quittent l'Afrique pour aller venir travailler chez les autres. C'est fini ça.
tous les gens vont travailler en Afrique parce qu'il y a du boulot, il y a beaucoup de choses à construire, à faire. Et nous, les Africains, c'est notre Afrique d'abord, on doit réussir. Maintenant, les pays qui sont amis, parce qu'il y a les pays européens, par exemple, qui n'ont pas de problème à nous. La Suisse, il y a les pays tranquilles qui n'ont pas de problème à nous. Si on doit coopérer dans tous les domaines, la culture, l'économie, dans toutes les choses, on est open, on est ouvert, sans problème. Mais si c'est pour venir nous dominer, là, en suivant les enfoirés qui nous ont mis en esclavage et qui nous ont colonisés, là, ça ne marchera plus. C'est simple. Ce que j'ai dit là, c'est pas du chinois, c'est pas compliqué à comprendre, c'est pas science rocket comme les Américains le disent. C'est quelque chose de très simple. En Afrique, nous sommes encore ouverts, nous sommes encore tranquilles et on ne veut que coopérer et discuter avec des gens francs, avec des gens vrais, avec des gens honnêtes, avec des gens respectueux. Et puis, tout va bien se passer. Mais si c'est des gens qui nous prennent toujours pour des imbéciles et qui se croient supérieurs à nous, mais qui se mettent le doigt quelque part bien profond, on s'en fout d'eux. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous sommes dans une guerre de recolonisation de ces gens-là contre nous. Donc nous, maintenant, on doit réagir pour leur dire que votre recolonisation bat bien là. Ça ne passera plus jamais. On ne veut plus voir de soldats étrangers ennemis dans notre terre africaine. Point. Tout ce qu'on veut, c'est que les gens nous envoient, s'ils veulent, des gens qui vont coopérer dans le plan de l'industrialisation. Voilà. Et de la formation. Mais affaire de militaires qui viennent s'asseoir chez nous pour faire les conneries qu'ils ont fait au Mali, là. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Peace. Enregistrez la vidéo, s'il vous plaît.